Salut à tous, c'est Clément, entrepreneur et passionné d'investissement. Tu fais certainement partie de ces gens qui souhaitent commencer à investir chaque année mais qui ne savent pas par où débuter. Laisse-moi t'expliquer. Dans cette vidéo, on va aborder tous les sujets importants pour bien débuter un investissement à long terme. De la définition de la stratégie jusqu'à la sécurisation de tes gains, nous allons tout voir. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo pour obtenir ta feuille de route d'investissement pour commencer à investir dès cette année. La première partie importante, c'est savoir ce sur quoi tu comptes investir. Dans ma stratégie, nous investissons sur des ETF. Tu te poses peut-être la question à savoir ce que c'est qu'un ETF. Je vais t'expliquer. Les ETF sont au cœur de nombreuses stratégies d'investissement depuis maintenant plusieurs années. Un ETF, ça te permet d'investir sur des indices financiers. Les plus connus vont être le MSCI World ou le S&P 500 par exemple. Grâce à ces indices, tu vas pouvoir investir directement sur un indice financier. Mais qu'est-ce que c'est qu'un indice financier? T'es peut-être pas au courant. Pour te la faire courte, un indice financier, c'est un panier d'actions. Prenons un exemple plus clair. Le CAC 40 par exemple. Le CAC 40 est un indice financier qui te permet de traquer la performance du marché français à travers ses 40 plus grosses capitalisations, auxquelles tu vas retrouver des entreprises que tu connais comme Total Energy, LVMH, donc Louis Vuitton, enfin bref, toutes ces grandes marques que tu as l'habitude de voir en France. L'indice te permet de suivre la performance du marché annuel français par le biais de celui-ci. Et il en existe des centaines différents. Le problème de ces indices, c'est qu'ils sont extrêmement intéressants par souci de diversification, mais on ne peut normalement pas investir sur un indice. C'est simplement un indicateur. Depuis la création des ETF, on a maintenant la possibilité, grâce à ces derniers, de directement investir sur un indice. En fait, l'ETF va tout simplement répliquer la performance de l'indice. L'objectif pour nous et l'intérêt pour nous, c'est donc de se constituer un portefeuille extrêmement diversifié grâce à ces ETF. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la diversification et quel est l'intérêt réel? Je vais t'en faire un exemple, tu vas mieux comprendre. Prenons par exemple l'ETF le plus connu au monde, le MSCI World. Le MSCI World est en fait un panier d'actions, là encore une fois, mais cette fois-ci composé de milliers d'actions du monde entier. Le MSCI World est composé de 1409 actions différentes, donc 1409 entreprises différentes dans différents secteurs d'activité. Ce que tu vois juste ici à l'écran, c'est la composition du MSCI World. Alors tu vois dans un premier temps les 10 plus grosses capitalisations, donc ça va être des entreprises que tu connais comme Apple, Tesla, Alphabet, donc Google et beaucoup d'autres. En dessous, tu retrouveras le poids des différents secteurs d'activité. Je t'ai dit que la diversification c'était important et que les ETF étaient très bons dans ce domaine-là. Bah t'en as la preuve en image. En fait, le MSCI World est composé de 1409 entreprises, mais toutes faisant partie de secteurs d'activité différents. Tu vas retrouver des finances, de la santé, de la communication, de l'industrie. Tu retrouves en fait énormément de secteurs d'activité différents. Tu retrouves aussi les différents pays dans lesquels sont logées ces entreprises. Donc tu peux notamment voir que le MSCI World est composé à 72%, un petit peu plus de 72%, d'entreprises américaines. Mais tu retrouves aussi des pays comme le Japon, l'Angleterre et beaucoup d'autres. Tu peux d'ailleurs voir qu'on a ensuite une notation aux heures en fait, qui signifie qu'en dessous on tombe sur des pourcentages un petit peu plus faibles. Donc le MSCI World en l'occurrence c'est quand même extrêmement ciblé sur les États-Unis. Mais de par les ETF de ce style-là, tu vas pouvoir te diversifier, que ce soit te diversifier au niveau de la taille des entreprises, du secteur géographique, mais aussi du secteur d'activité. Tu peux investir dans une quantité d'entreprises colossale et toutes différentes. En plus de la diversification, l'un des autres très gros avantages des ETF, c'est la notion d'intérêt composé. Un intérêt composé, pour te la faire simple, tu vas placer ton capital dans un ETF qui va te générer des intérêts. Ces intérêts générés vont directement être réinvestis dans l'ETF pour générer encore plus d'intérêts qui vont ensuite créer un effet boule de neige. En fait, l'ETF, c'est exponentiel. Au plus tu vas mettre d'argent dans ton ETF, au plus tu généreras d'intérêts et au plus longtemps tu restes positionné, encore une fois, au plus tu généreras d'intérêts. Finalement, ça devient exponentiel. Tu mets 1000 euros qui te rapportent 10 euros, tu vas donc créer 1010 euros et ensuite tu généreras des intérêts non pas sur 1000 euros, mais sur 1010 euros. Évidemment, dans le temps, dans les années, avec un capital qui grossit, ça représente des sommes colossales à la fin. Pour t'illustrer ce principe, on va prendre un exemple. Ce que tu peux retrouver ici, en fait, c'est un graphique entre deux frères. Deux frères qui souhaitent investir dans des ETF pour se créer un capital. Le premier frère investit 10 000 euros et investit pour une durée de 30 ans. Le rendement annuel est de 10%. Le second frère, quant à lui, n'a pas investi directement et attend une dizaine d'années avant de se placer. Il retirera son argent au même moment que le premier, mais du coup son investissement n'aura pas duré 30 ans, mais 20 ans. Il est conscient de ça et il souhaite essayer de se rattraper. Donc au lieu de placer 10 000 euros, il va placer 15 000 euros. Le taux reste inchangé, on est toujours sur 10%. Ce qu'on peut remarquer, c'est que malgré qu'il ait investi 50% de plus que son frère, les 10 années ratées ont drastiquement réduit son capital final. Par rapport à son frère, il aura perdu 115 000 euros. La durée de votre investissement joue donc un rôle capital dans votre stratégie. Et c'est ce qu'on va voir juste après.
Le point numéro 2. Vous connaissez maintenant les ETF. Vous savez ce sur quoi on va discuter et ce sur quoi vous allez investir. En tout cas, l'actif général sur lequel vous voulez vous positionner. Maintenant, il va falloir définir votre stratégie. C'est la priorité et la première des choses à faire. Ne commencez pas à investir à droite à gauche parce qu'un tel vous a dit de vous positionner là-dessus. C'est parfaitement inutile. Il faut d'abord définir son cadre. Définissez votre stratégie. Par stratégie, j'entends de définir vos objectifs. Est-ce que vous souhaitez préparer votre retraite? Est-ce que vous souhaitez préparer tout simplement l'éducation de vos enfants, leur payer des études, un achat de maison ou simplement obtenir la liberté financière? Tous ces objectifs sont différents et vont nécessiter des stratégies totalement différentes aussi. Il faut donc vous y préparer. Deuxième point, il faut préparer votre horizon de placement. C'est peut-être le critère numéro 1 à prendre en compte quand vous commencez à investir sur le long terme. Long terme entre guillemets. Ce que j'entends par là, c'est qu'un horizon de placement différent engendrera une stratégie totalement différente. Prenons un exemple. Vous souhaitez investir pour une durée d'environ 5 ans ou 10 ans. On va être sur du moyen terme, court moyen terme. Ou vous souhaitez investir plutôt sur 15 ans, 20 ans, 30 ans même peut-être. Là, on est plutôt du côté des investissements long terme. C'est complètement différent. La stratégie n'est pas la même. Quand on investit sur des ETF, on investit sur des actions. Et les actions, qu'on le veuille ou non, c'est un actif risqué. Sur le long terme, elles ont toujours surperformé. Elles ont toujours eu des performances incroyables, mais encore une fois, sur le long terme. On n'est pas à l'abri d'un krach boursier, on n'est pas à l'abri d'une chute comme on a pu la connaître par exemple pendant la période du Covid, ou pendant même des périodes beaucoup plus graves, en tout cas économiquement parlant, avec des bulles spéculatives comme on a eu en 2000 avec la bulle Internet, ou alors en 2008 avec la crise des subprimes. Toutes ces crises, on ne peut pas les prédire. Le problème de ça, si vous commencez à investir pour un horizon de temps de 5 ans, que vous souhaitez vous placer à 100% sur des actions, donc un actif risqué, et que demain on reconnaît une bulle spéculative du même ordre, vous vous placez quand on est haut, vous subissez la crise, et potentiellement, dans 5 ans, vous ne serez toujours pas revenu à votre investissement de départ. Une crise économique peut se remettre très rapidement, comme elle peut mettre plus de temps. Elle se remettra toujours, mais elle pourra prendre plus de temps à se remettre. Si vous vous placez pour un horizon court terme, uniquement sur des actifs risqués, vous risquez malheureusement de prendre un risque non calculé et de perdre votre capital. Sur de long terme, le problème ne se pose plus. Le temps fera son œuvre et d'autres stratégies que nous verrons plus tard dans la vidéo vous permettront en plus de diminuer encore plus ces risques. Encore une fois, pour illustrer ce risque, je vous mets ce schéma-là. Ce schéma est très intéressant et illustre très bien ce phénomène. Il reprend la performance du S&P 500 depuis 1972 jusqu'à 2021. Ce qu'on peut remarquer, finalement c'est pas excessivement loin, on est sur un horizon long terme d'à peu près une quarantaine d'années. Ce qu'on peut remarquer sur ce schéma-là et qui est relativement intéressant, c'est qu'au cours de toutes ces années-là, nous avons pu connaître des crises énormes. Celles que je vous ai citées, mais aussi beaucoup d'autres. Des guerres, énormément de soucis, crise sanitaire, guerre, bulles spéculatives, crise économique. Tant de problèmes qui ont complètement détruit le marché sur une courte période de temps. Mais in fine, le marché n'a jamais été aussi haut qu'en 2021. Le schéma s'arrête en 2021, vous vous en doutez, aujourd'hui en 2024, bientôt 2025, on est encore bien plus haut que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que le marché ne cesse de monter, si tant est que votre horizon de placement soit suffisamment long. Il faut bien comprendre que si vous avez la possibilité d'investir sur le long terme, saisissez cette opportunité. Nous avons vu que les intérêts composés sont un principe extrêmement intéressant si tant est que l'horizon, encore une fois, soit assez long. Autrement dit, plus vous investissez sur le long terme, plus vous pouvez générer d'intérêts composés, plus vous diminuez les risques et plus vous créerez en capital. Le deuxième point extrêmement important à prendre en considération lorsque vous établissez votre stratégie et que vous définissez vos objectifs et votre profil, c'est de définir votre tolérance au risque. C'est quelque chose d'assez abstrait, qui est assez compliqué à faire au début, et vous pouvez déjà utiliser certains indicateurs pour connaître cette tolérance au risque. Encore une fois, votre horizon de placement est un bon indicateur. Si vous investissez court terme, vous serez potentiellement moins susceptible de prendre des risques. Encore une fois, c'est plus risqué. Si vous investissez très long terme, vous pouvez potentiellement prendre plus de risques. De la même manière, votre situation familiale, si vous avez énormément de responsabilités, et potentiellement des revenus qui ne vous permettent pas de pallier totalement à quelques problèmes qui puissent arriver dans la vie, peut-être que prendre trop de risques en s'exposant sur des actifs trop risqués n'est pas la bonne solution. Vous orientez alors vers des obligations ou le fonds euro, c'est-à-dire des actifs moins performants mais cependant beaucoup moins risqués, peut être la solution. Encore une fois, l'aversion au risque, c'est assez compliqué. On a des indicateurs externes. Maintenant, vous connaissez, vous êtes votre seul juge. Vous êtes la seule personne capable de dire si oui ou non vous êtes tolérant au risque. J'ai même envie de vous dire, tant qu'on n'a pas subi de grandes chutes en bourse, on ne se connaît pas encore. Allez-y donc peut-être prudemment au début,
mais c'est à vous de faire votre choix. Point numéro 3. Vous savez désormais constituer votre profil et vous avez vos objectifs bien en tête, vous devez désormais vous constituer votre épargne de précaution. Pour constituer votre épargne de précaution, j'aurai 3 conseils à vous donner. Le premier, c'est de vous constituer une épargne court terme. L'épargne court terme, ça représenterait à peu près 3 à 6 mois de vos dépenses mensuelles, histoire de couvrir et de vous prémunir contre les problèmes de la vie. Ça peut être n'importe quoi, votre voiture tombe en panne, vous avez des travaux à réaliser dans votre maison ou simplement une perte d'emploi. Vous devez pouvoir vous maintenir durant cette période-là sans avoir à aller toucher à vos investissements. Je ne vous l'ai pas dit, mais une nécessité à prendre en considération. Je ne ferai pas de fiscalité dans cette vidéo parce que ce n'est pas le sujet et c'est beaucoup trop compliqué pour tout faire tenir dans une vidéo. Mais c'est très important d'en prendre conscience. En aucun cas, une fois que vous avez placé votre argent en bourse, vous ne devez la retirer. Ça détruirait complètement votre stratégie et votre portefeuille. Donc, prémunissez-vous convenablement avant de commencer à investir. La deuxième épargne, ça serait plutôt une épargne typée moyen terme. Une épargne que vous pourriez placer par exemple dans un fonds euro ou bien dans une assurance vie. Voilà, vous ferez vivre un petit peu votre capital autour de quelques pourcentages par an. On n'est pas sur de l'investissement en bourse qui vous rapportera une meilleure performance, cependant vous ne prendrez pas de risque et vous pourrez la retirer beaucoup plus simplement. L'intérêt de cette épargne moyen terme serait potentiellement, si vous avez un projet à venir et que vous en êtes conscient, ça peut être n'importe quoi, l'arrivée d'un enfant ou alors le projet d'un achat immobilier, mettre cet argent de côté temporairement. Enfin, la troisième épargne, l'épargne long terme, une fois que vous avez établi la court et la moyen terme, c'est l'investissement en bourse. Le schéma que je vous présente ici représente extrêmement bien ça. Nous avons les fondations de la pyramide, c'est-à-dire votre logement, vos dépenses. Alors il y a écrit résidence principale, j'ai envie de vous dire c'est un petit peu comme vous le souhaitez, mais vos dépenses primaires. Ensuite, vous aurez votre épargne court terme, votre épargne donc dans un livret A par exemple. Et enfin, votre épargne moyen terme, donc celle-ci, ça va être du fonds euro ou de l'assurance vie, pour ensuite découler sur les investissements plus risqués, tels que de l'immobilier ou ce qui nous concerne nous, de l'investissement long terme en bourse. Point numéro 4. Entrons maintenant dans le vif du sujet, comment commencer à constituer votre portefeuille. La première étape, c'est de définir votre allocation stratégique. Qu'est-ce que l'allocation stratégique? L'allocation stratégique, c'est tout simplement la manière dans laquelle vous allez répartir votre partie de portefeuille à risque et votre partie de portefeuille dit sécuritaire. Je m'explique. La première partie à risque, ça va être tous les actifs principaux qu'on a pu voir, tels que les ETF. Vos ETF restent des actifs à risque, vous allez les mettre dans cette partie-là du portefeuille. La partie sécuritaire, elle, va être plutôt une partie orientée vers le fonds euro ou des obligations. Des actifs, encore une fois, je le répète, moins performants, mais beaucoup moins risqués. Pour établir ça, eh bien, il faut tout simplement vous référer à ce qu'on a dit précédemment, votre profil, vos objectifs et votre aversion au risque. Une fois que vous aurez établi ça, vous serez en capacité de définir votre portefeuille. Les profils les plus agressifs ou avec un horizon très long terme pourront s'orienter plutôt vers des portefeuilles 100% en actions ou alors 90% en actions et 10% en obligations. Les profils plutôt équilibrés pourraient se tourner vers du 70% actions et 30% obligations, tandis que les profils les plus timorés ou avec un investissement plus court terme ou tout simplement une aversion au risque relativement élevée s'orienteront eux plutôt vers du 60% obligations et 40% actions, en mettant donc les obligations majoritaires sur les actifs risqués. Petit rappel, les actifs à risque sont donc des actifs avec une volatilité plus élevée et un risque plus élevé, mais ils présentent toutefois un rendement plus important sur le long terme. Parmi ces actifs, on va retrouver du coup les ETF et les actions, donc ceux qu'on évoque depuis le début de la vidéo. Et nous en retrouverons d'autres comme les crypto-monnaies et d'autres actifs qu'on verra légèrement plus tard dans la vidéo. Enfin, je vous en présenterai un. On en a encore d'autres, mais plus spécifiques, plus compliqués à utiliser et je ne vais pas les aborder dans cette vidéo. Les actifs sécuritaires, quant à eux, ont du coup plutôt une vocation à sécuriser votre capital. Ce sont des actifs beaucoup moins volatiles, cependant ils produisent un rendement plus faible. On va retrouver donc parmi eux le fonds euro et les obligations qu'on cite depuis le début. J'en rajouterai d'autres un petit peu plus spéciaux, notamment par exemple l'or, qui bien qu'étant un actif extrêmement volatile, a des caractéristiques très intéressantes, notamment le fait d'être totalement décorrélé du marché action. L'intérêt par rapport à ça, vous pourrez le voir sur ce tableau-là. Alors, vous retrouverez énormément en fait, d'actifs, c'est un tableau de corrélation. Donc, plus le chiffre est élevé, donc plus on tend vers un 1, plus on est corrélé avec l'autre actif. Plus on tend vers des chiffres négatifs, moins on est corrélé. Et là, ça a un réel intérêt. L'or, en l'occurrence, est totalement décorrélé du marché action. L'objectif de ça, c'est que si le marché action connaît une baisse importante, l'or viendra compenser
en connaissant un rendement plus important. Cinquième point, vous avez désormais commencé à créer votre allocation stratégique. Vous savez quelle partie de votre portefeuille sera positionnée sur des actifs risqués et quelle partie sera positionnée sur des actifs sécuritaires. Il va maintenant, au sein de chacune de ces deux enveloppes, commencer à définir les actifs que vous allez y placer et la part qu'ils prendront dans ces enveloppes. Vous allez donc devoir commencer à définir les actifs que vous placerez dans chacune de ces enveloppes et la part qu'ils y prendront. Prenons un exemple concret. Le schéma que vous voyez juste ici est relativement intéressant. C'est un portefeuille classique, d'un profil plutôt agressif. On voit que son allocation stratégique est de 90% pour des actifs à risque actions et 10% pour son portefeuille sécuritaire. L'allocation tactique, c'est donc définir dans ces deux portefeuilles ce qu'on va y trouver. On peut donc voir que dans son portefeuille actions, on y retrouve différents éléments. Je vais vous les énumérer un par un pour que vous puissiez un petit peu faire un point et comprendre de quoi il s'agit. En principal, dans une teinte plutôt verte, nous allons retrouver les ETF. Parmi eux, MSCI Europe, S&P 500, MSCI Emerging Market et Russell 2000. Pour vous la faire court, l'objectif de tous ces actifs-là est d'obtenir un portefeuille extrêmement diversifié et plus performant qu'un MSCI World classique. Les deux actifs jaunes que vous voyez, c'est ce qu'on va aborder juste après. Il s'agit dans son portefeuille risqué de ces actifs dits satellites. Ce sont des actifs qu'on va venir rajouter pour booster la performance globale du portefeuille. Ce sont des actifs plus risqués mais avec un rendement nettement supérieur. Parmi eux, on va retrouver un ETF dit Leverage, ça veut dire que c'est un ETF à effet de levier, en l'occurrence x2, ça veut dire qu'il fait 2 fois la performance de son indice de référence, qu'elle soit positive ou négative. Et on a ajouté à ça un petit peu de crypto-monnaie par le biais du Bitcoin. On voit donc aussi que du côté de son portefeuille sécuritaire, nous avons là encore une allocation tactique avec 75% de fonds euros et 25% en bons du trésor américain. L'objectif, encore une fois, de ces actifs est de venir diminuer la volatilité globale et le risque global du portefeuille. Nous allons désormais voir rapidement les différents actifs mis à notre disposition pour booster la performance de notre portefeuille au global. Ce sont les actifs que je vous ai cités comme étant des actifs satellites de notre cœur de portefeuille. Ces actifs-là sont nombreux, on en retrouve différents. On peut avoir notamment des ETF thématiques, ça va être des ETF spécialisés dans un seul secteur, par exemple des ETF thématiques sur l'immobilier. Ça peut être aussi du coup les ETF Leverage, donc ce sont des ETF à effet de levier comme j'ai pu vous les citer. On va retrouver aussi des crypto-monnaies, du private equity, enfin tant d'actifs différents qui viennent booster la performance. Je vais vous mettre un exemple pour que ce soit un petit peu plus parlant et que vous vous rendiez compte de la différence. J'ai constitué deux portefeuilles totalement identiques avec une seule différence. Dans l'un d'entre eux, j'ai ajouté du coup l'ETF que vous avez vu juste avant, c'est-à-dire un ETF S&P 500 Leverage à effet de levier x2. La composition de ce portefeuille est assez classique. Alors ce n'est pas le même que celui que vous avez vu juste au-dessus, mais c'est un portefeuille, j'ai envie de dire, banal avec une bonne diversification, composé du MSCI World, du MSCI Emerging Market et du Russell 2000. L'objectif est de cibler globalement le monde entier avec des capitalisations plus ou moins grosses, pays émergents, pays développés. Ça marche très bien, on y arrive très bien, c'est pas le portefeuille le plus poussé, mais pour notre exemple, c'est amplement suffisant. Le premier est donc composé de ces trois actifs, le deuxième quant à lui est composé de ces trois actifs, plus l'ETF Leverage. Vous remarquez donc que la performance s'en voit boostée, la volatilité quant à elle n'a pas bougé tant que ça, on a un petit peu plus de drawdown, donc de perte maximale sur le deuxième, cependant la performance s'en voit boostée. Dans la même veine, dans la continuité, je vais vous présenter des actifs maintenant qui peuvent réduire la volatilité de votre portefeuille au global, donc assez simple. En fait, ça va être l'or, le fonds euro ou les obligations, ce qu'on a déjà abordé tout au long de cette vidéo-là, mais je vais vous le mettre en pratique. De la même manière, on reprend le même portefeuille classique composé du Emerging Market, MSCI World et Russell 2000, auquel on va ajouter dans un second simplement des obligations du bon au trésor américain datées de plus de 20 ans. Lorsque l'on procède à cette comparaison, on voit bien que du coup le graphique rouge, donc le portefeuille classique à 100%, a plus de pertes maximales et une performance légèrement moindre que le graphique bleu, donc composé en partie avec des obligations du bon au trésor américain. Comment cette performance s'explique? De la même manière, c'est ce que je vous ai expliqué avec l'or, les bons au trésor américains ont cet avantage-là d'être décorrélés du marché des actions américaines. Enfin, dans la dernière comparaison que je vais vous présenter, on retrouve trois courbes. En jaune, vous retrouvez le portefeuille que nous venons de voir, c'est-à-dire low volatility avec des bons au trésor américains. En rouge, vous retrouvez du coup le portefeuille que nous avons vu juste avant, le portefeuille boosté avec des ETF à effet de levier. Et enfin, le dernier en bleu est un mixte des deux. Nous prenons le portefeuille de base composé des trois ETF que nous avons vus
auquel nous ajoutons des bons au trésor américains et un ETF à effet de levier. L'avantage de ce portefeuille-là, et vous le voyez très bien, c'est que nous réduisons la volatilité du portefeuille global tout en boostant la performance. Nous avons finalement fait un mixte parfait des deux pour obtenir un portefeuille équilibré. Vous savez désormais comment investir et dans quoi placer votre argent. Vous avez peut-être investi même vos premiers euros et votre capital de départ. Maintenant, à quelle fréquence investir? La réponse à ça, c'est le DCA, Dollar Cost Averaging. L'intérêt de cette méthode est d'investir régulièrement un certain montant, par exemple 200 euros tous les mois. L'objectif d'investir régulièrement est en fait de lisser votre prix d'entrée. Beaucoup trop d'investisseurs ont peur d'investir lorsque le marché est haut, vont donc attendre avant de se positionner. Le problème de ça, c'est qu'ils vont rater les meilleurs jours de performance. Et rater les meilleurs jours de performance dans l'année, c'est potentiellement réduire la performance potentielle de votre portefeuille, parfois de 50%. Autrement dit, c'est une erreur que vous ne souhaitez pas faire. Pour résoudre ce problème-là et ne pas passer notre journée sur les graphiques à les étudier, le DCA est la meilleure méthode. Vous lisserez votre prix d'entrée en entrant à des prix parfois plus hauts et en profitant du momentum haussier de l'actif, tout comme en entrant à des prix plus bas, bénéficiant d'avoir accès à des ETF à un prix réduit. Point numéro 7, le rééquilibrage. Le rééquilibrage, c'est quelque chose d'essentiel dans vos investissements long terme et pareil, trop peu de personnes nous vous en parlent. Le rééquilibrage, en quoi ça consiste? Durant vos investissements, la part de vos actifs et votre allocation stratégique va forcément varier. Vous avez prévu d'investir 90% en actions et 10% en obligations. Avec le temps, les actions vont peut-être connaître une baisse et les obligations une hausse. Ça va déséquilibrer votre portefeuille. Vous allez peut-être passer de 90-10 à 80-20. Mais nous ne sommes plus dans la stratégie que vous vous étiez fixée. Il faut alors rééquilibrer. Je vais vous donner un exemple plus concret avec ce schéma. Dans ce schéma, le portefeuille de base et l'allocation stratégique de notre investisseur est de 60% en actions pour 40% en obligations. Lors de la première année, le marché boursier et le marché des actions a connu une hausse de 25%, déstabilisant complètement son portefeuille à 50,5% en actions et 49,5% en obligations. Le rééquilibrage est alors à faire. Nous ne sommes plus dans la stratégie qu'on s'était fixée au début, il faut donc rééquilibrer. Pour ce faire, on vend les obligations qu'on a en surplus pour en profiter pour acheter les actions manquantes. L'intérêt de ça est double. Généralement, lors de périodes baissières des actions, il peut être intéressant de procéder à un rééquilibrage puisque les obligations vont avoir une tendance plutôt haussière. L'intérêt est donc de vendre les obligations lorsque la valeur est plus haute pour acheter les actions lorsqu'elles sont plus basses et profiter de leur rebond lorsque le marché reprendra à la hausse. Dans la deuxième ligne du tableau, nous retrouvons le même cas de figure que le premier, mais dans le cas d'un marché action haussier. Le cas de figure reste le même, le but est de vendre les actions que nous avons en trop pour acheter les obligations manquantes. Huitième point, la sécurisation progressive. La sécurisation progressive est essentielle. En quoi ça consiste? Votre horizon de placement, mettons qu'il ait été de 25 ans. Vous arrivez maintenant à 20 ans, vous êtes donc à 5 ans de la fin de votre horizon de placement et donc de potentiellement retirer vos gains. Il va falloir s'y préparer. Le problème de ça, revenons aux bases que nous avons évoquées au tout début. Vous avez prévu d'investir sur 25 ans, potentiellement avec un profil agressif puisque vous aviez le temps. Peut-être 90% en actions et 10% en obligations. Le problème, nous ne sommes pas à l'abri d'un krach boursier. Si à 5 ans de retirer vos gains, le marché subit un krach boursier comme il en a déjà connu, des krachs boursiers importants faisant perdre la valeur de votre portefeuille parfois de peut-être 50%. Ça risque déjà dans un premier temps d'être extrêmement compliqué à subir émotionnellement et dans un second temps, vous risquez aussi potentiellement de ne jamais récupérer les billes que vous aviez au moment du krach. Le but de la sécurisation progressive est de vous éviter ces désagréments. L'objectif est de progressivement, à mesure que nous nous rapprochons de notre horizon de placement, passer d'un portefeuille risqué orienté vers des actions à un portefeuille moins risqué orienté vers des obligations. Le schéma que je vous mets encore une fois est un schéma de JP Morgan. JP Morgan est un fonds d'investissement qui propose aussi leur service de gestion. Chez JP Morgan, la gestion est faite comme telle. De 40 ans à 55 ans, la gestion du portefeuille est plutôt orientée à 90% vers des actifs risqués et 10% vers des actifs sécuritaires. Passé 55 ans jusqu'à 65 ans, ils entament une phase de sécurisation progressive, en réduisant chaque année progressivement le pourcentage alloué à des actifs à risque pour se tourner vers des actifs sécuritaires. Arrivé à 65 ans, votre portefeuille n'est plus de 90% actions et 10% actifs sécuritaires,
mais il est orienté plutôt vers 40% portefeuille à risque et 60% pour des actifs sécuritaires. L'objectif de ça, encore une fois, est qu'en cas de crise, de ne pas subir le marché action. Vous êtes normalement désormais armé pour commencer à investir en 2025. Investir, c'est construire une stratégie réfléchie et s'y tenir. Définissez vos objectifs, définissez votre profil, commencez à concevoir intelligemment votre portefeuille et votre allocation pour ensuite débuter votre investissement. Une fois que vous êtes dedans, restez discipliné. Ne subissez pas vos émotions, restez maître de vous-même et vous pourrez mener vos investissements extrêmement loin et vous définir un patrimoine impressionnant. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, à me faire vos retours. C'est ma première vidéo, donc je prends absolument tout. Si vous avez des retours, des conseils au niveau de l'élocution ou simplement de la caméra, n'hésitez pas à me les donner. Si ça vous a plu, laissez-moi un commentaire aussi, ça me ferait énormément plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres conseils en investissement. À bientôt.